Quand on parle de numérique et du bâtiment, le mot à la mode, vous l'avez entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, c'est BIM. Mais parler de révolution numérique, au-delà de celle de la maquette, au-delà de ce nouveau mode professionnel de collaboration, c'est surtout parler de transition numérique. À l'image de la révolution industrielle avant elle, la révolution numérique bouleverse les codes. Elle va vite, elle va très très vite. On parle de nouvelle économie, de nouveaux médias, de nouvelles technologies. Mais en 10 ans, toutes ces nouveaux, nouvelles, etc., pourraient presque paraître déjà dépassées. Et de nouveaux arrivent encore aujourd'hui. Quelles sont les conséquences sociales de cette révolution numérique? Quelles sont les grandes tendances? Quel avenir le numérique réserve à notre société? Quels sont les changements visibles et ceux à venir? Alors oui, on n'a que 3/4 d'heure, mais on va essayer d'avancer un petit peu sur ces questions-là avec nos intervenants. Cyril Bélanger, vous êtes président fondateur de l'agence éditoriale, spécialisée dans la création de contenu et de conseil digital auprès des TPE, PME et des groupes. Vous avez été notamment directeur des partenariats éditoriaux du groupe Les Échos, ainsi que les réseaux sociaux. Vous avez mené beaucoup d'interviews, vidéos de dirigeants d'entreprises. Et auparavant, vous aviez lancé aussi la place de marché d'experts Esperdesk sur Internet avec le groupe L'Express. Michel Chasson, vous êtes médecin généraliste installé à Clermont-Ferrand. Vous êtes engagé dans la vie syndicale depuis 30 ans. Après avoir exercé des mandats syndicaux locaux en Auvergne, vous avez été président de l'Union nationale des omnipraticiens français. Vous êtes aujourd'hui membre du Conseil économique, social et environnemental, où vous présidez le groupe des professions libérales. Et vous êtes donc le président de l'Union nationale des professions libérales. Merci encore d'être avec nous. Monsieur Souleymane Jean Galadima, vous êtes directeur général de Wizid Immobilier. Vous allez nous raconter un petit peu ce que c'est ça, Wizid Immobilier tout à l'heure. Vous êtes diplômé de l'École des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy et d'un master corporate finance de l'INSEM. Après avoir réalisé une partie de votre carrière dans le conseil, dans l'optimisation du besoin en fonds de roulement, vous avez acquis le goût du capital risque. Et aujourd'hui, vous avez rejoint donc les fondateurs de Wizid, Thierry Merchiol et Nicolas Serres, pour contribuer au développement de ce qu'on appelle le crowdfunding immobilier. Commençons tout de suite. Mutation, évolution, voire révolution, la déferlante numérique bouleverse les codes. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Monsieur Bélanger, est-ce que vous pouvez nous tracer un peu les grandes tendances de ce qui nous arrive? Moi, je suis comme vous, j'essaye de comprendre. On peut réfléchir ensemble et surtout n'hésitez pas à intervenir. Qu'est-ce que le numérique? Le numérique, c'est tout d'abord de l'innovation, avec de la techno, du marketing et un business model. Si vous regardez toutes les startups qui sont devenues des pure players dont on parle toujours, ce que certains appellent la nouvelle économie, mais qui maintenant fait partie de l'économie structurante, c'est l'autre économie qui vient un petit peu à la traîne, c'est de l'innovation avec de la techno, de l'innovation technologique, plus marketing dans les usages et dans les services, et en termes de business model. Et j'insiste là-dessus parce que vous voyez beaucoup dans la presse, les entreprises se transforment, c'est une transformation numérique. Non, pas du tout, ça c'est du cosmétique et c'est du packaging. Le vrai sujet, c'est si certaines entreprises arrivent à transformer leur modèle économique. Voilà, je vous prends un exemple tout simple. G7 se met à créer des applis. Non, Uber est arrivé, c'est un pure player. Ils ont conçu avec une réflexion numérique leur concept. Donc il ne s'agit pas d'adaptation, il s'agit d'imaginer comment on peut apporter des services d'un point de vue marketing à sa communauté de prospects et de clients en matière de numérique avec un nouveau business model et avec de la technologie. Il y a toujours de la techno derrière l'innovation du numérique. Alors Google, là je vous apprends pas, c'est pas un slide très enrichissant, je suis d'accord, sauf que Google est quand même apparu après Yahoo. Tout le monde parlait de Yahoo il y a 10 ans. Pourquoi Google a su prendre 90% des parts de marché par rapport à Yahoo qui est en quasi-faillite depuis plusieurs années de façon récurrente? C'est que Google, c'est une puissance technologique. On retrouve la techno, c'est la puissance des algorithmes. Ils ont quand même innové d'un point de vue marketing. On retrouve les 3 termes de la définition. D'un point de vue marketing et business model, c'est eux qui ont lancé le concept de AdWords qui fait beaucoup de mal à toute la presse. C'est pas de l'achat d'espace publicitaire. Vous payez au clic quand pour votre entreprise, vous prenez une petite annonce, ce qu'on appelle, vous payez au mot-clé, en fonction des nombres d'internautes qui vont cliquer sur votre petite annonce en haut à droite de la page de moteur de recherche Google ou sur votre smartphone, avec une puissance des algorithmes qui fait qu'il
il y a des millions et des millions de requêtes par jour. C'est 90% des parts de marché parce que c'est le moteur de recherche le plus efficace, le plus puissant, le plus qualitatif. Si on regarde d'autres startups qui sont maintenant des pure players, il y a tout le secteur de l'économie collaborative dont on parle beaucoup. Par exemple, Uber, ça c'est le nouveau logo de Uber qui a voulu adoucir et changer son logo. C'est de l'économie collaborative. C'est le principe, alors il n'y a pas d'actifs, ça ne coûte pas très cher. C'est un client qui va rencontrer un prestataire. Simplement, donc c'est une mise en relation entre quelqu'un qui recherche une voiture avec chauffeur et quelqu'un qui devient chauffeur avec sa voiture. Donc Uber n'a pas d'actifs, n'a pas de coût. Met en relation et prend 20% de commission auprès du chauffeur qu'il a formé pendant une demi-journée seulement. Donc les coûts d'investissement sont nuls. Ça marche à l'échelle mondiale. Bon, il y a quelques petits freins réglementaires et culturels. Uber est valorisé 57 milliards de dollars et les compagnies G7 ou autres dans le monde entier ont un système qui devient à l'ancienne avec un principe de licence limite proche de la royauté finalement. On peut regarder un autre exemple d'économie collaborative. Alors d'un point de vue look and feel et graphisme, on peut croire que c'est des toilettes, mais en fait pas du tout. C'est le logo d'Airbnb. Airbnb qui vaut 2 fois plus que Accor en valorisation, qui n'a aucun coût. Là aussi, c'est y mettre en relation quelqu'un qui a un bien et qui va le louer à quelqu'un qui va venir quelques jours utiliser cet appartement ou cette maison. Donc là, l'intérêt, c'est des mises en relation. C'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. On en parlera tout à l'heure avec Wizid en termes de financement. Je peux aussi chercher, je lance ma start-up et je peux aussi chercher un financeur, un business angel ou quelqu'un qui va me prêter de l'argent. C'est des sites de mise en relation avec une innovation technologique, une innovation marketing dans le concept même, et puis des nouveaux business models. Airbnb, le business model, c'est comme Uber qui prend 20% aux chauffeurs qui gardent 80%. Airbnb va prendre 3% aux propriétaires, si vous êtes propriétaire et que vous louez. Et puis la personne qui vient quelques jours chez vous, elle va se voir ponctionner entre 6 et 12% par Airbnb. Donc ces startups qui sont des pure players innovent, font un truc qui est inacceptable, c'est le détournement fiscal. Ça c'est inacceptable et je pense que ça devrait changer en France. Mais elles ont fortement innové d'un point de vue techno, d'un point de vue business model et d'un point de vue marketing. Elles n'ont pas d'actifs. Elles sont scalable, comme on dit dans le jargon vulgairement, c'est-à-dire elles peuvent se déployer industriellement à l'échelle internationale. Et elles prennent des deux côtés, si vous me permettez cette expression. Airbnb prend de l'argent à celui qui loue sa maison ou son appartement et à celui qui va lui louer. Donc il y a une intelligence qui fait qu'il y a des fonds d'investissement puissants derrière et ils arrivent à lever de l'argent et à se développer à l'international. On peut voir d'autres exemples aussi. Blablacar, alors là c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle une licorne, mais c'est un pure player français. Alors, c'est pas voiture avec chauffeur, c'est pas maison ou appartement, c'est je prête ma voiture à quelqu'un qui va payer pour l'utiliser. Bon, ça existe depuis 15 ans, mais l'air de rien, c'est une valorisation importante. Ça prend des parts de marché sur les moins de 3 heures ou moins de 4 heures au TGV. Et les difficultés de perte de parts de marché, Paris-Mâcon, presque, ça pourrait se faire en Blablacar pour bien moins cher que le TGV. Le Bon Coin, vous connaissez, on croit que c'est français, mais en fait c'est un groupe suédois, norvégien qui l'a décliné à l'international. Là c'est je vends un bien d'équipement à quelqu'un qui va l'acheter avec un principe de commission par le Bon Coin. Donc tout ça c'est l'économie collaborative, c'est des nouveaux concepts avec de la techno et avec un business model innovant. En général pas d'actifs. La start-up, par définition, une start-up c'est de l'innovation, plus il n'y a pas d'actifs derrière. Sauf des actifs de technologie qui leur permettent de se scalabiliser, se déployer à l'international dans le monde entier pour augmenter la rentabilité, avec les problèmes d'optimisation fiscale qu'on connaît. Alors il peut y avoir d'autres services, pas simplement de l'économie collaborative, mais il peut y avoir aussi de la réalité virtuelle. Vous êtes à New York, pour l'instant c'est une appli qui s'appelle Hold New York City. Vous êtes sur votre smartphone qui va reconnaître
que vous êtes, alors je ne sais pas si vous pouvez reconnaître, mais que vous êtes à Manhattan, vous êtes en train de vous promener dans Manhattan, et il reconnaît, et en 2 secondes, ça vous permet de voir, le slide d'après, ça vous permet de voir tout l'historique de Manhattan depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire les bâtiments il y a 50 ans. Ça, c'est un concept génial qui devrait, je pense, être assez parlant par rapport à vos activités. Donc, vous passez devant un bâtiment et vous pouvez voir tout l'historique du bâtiment en géolocalisation. C'est un peu plus innovant que les pages jaunes. Le groupe Solocal qui a quelques difficultés de rentabilité, parce que là, en fait, c'est le modèle. C'est pas encore un site qui génère beaucoup d'argent, mais c'est très innovant. Ils font des accords avec des bibliothèques, ils font des accords avec des architectes, ils ont une démarche participative où je peux poster ma carte postale de l'appartement de mes grands-parents à Manhattan il y a 50 ans. Et c'est un contenu qui a des exploitations possibles d'un point de vue pour vos métiers, connaître l'ADN d'un bâtiment, d'un lieu, son histoire, et d'un point de vue touristique évident. Voilà, ça c'est un exemple de réalité virtuelle, un concept assez intelligent. C'est une start-up américaine qui pour l'instant l'a développé sur New York, qui veut se développer à l'international. Donc bientôt on pourrait passer devant un bâtiment à Mâcon ou à Paris et voir tout l'historique des bâtiments sur ces 100 dernières années ou plus, ce qui est quand même assez passionnant. Il y a bien évidemment l'IoT, c'est l'Internet des objets, puisque l'Internet, c'est des pages HTML sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, mais l'objet peut lui-même être internalisé, sans jeu de mots, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il ait des capteurs pour capter de l'information sur la façon dont cet objet bouge et il est utilisé, et réémettre de l'information. De l'Internet des objets avec un objet mobile et identifié, c'est les drones, qui va avec des caméras et des capteurs capter de l'information et les réexploiter dans vos métiers. Ça peut être très utile pour voir la qualité d'entretien d'un bâtiment, avoir des informations sur tout ce qui se passe sur un bâtiment et réémettre et pouvoir réexploiter toutes ces informations. Donc les drones, c'est un marché important dans le domaine immobilier, mais bien évidemment qu'il y a des vertus militaires. Vous le voyez même en Irak et en Syrie, l'armée américaine est très active dans le management des drones. Même Google a investi bien évidemment dans des sociétés de gestion de drones. Ça a des applications dans plein de secteurs, le drone. L'impression 3D qui impacte, et vous en avez peut-être parlé, entre autres votre métier, c'est qu'avec une imprimante, en fait, on peut, peut-être le slide d'après, on peut modéliser des objets. Pour faire court sur l'impression 3D, c'est pas une imprimante où on imprime un papier et on reprographie un papier, c'est on va prendre un objet, on va le modéliser sur ordinateur, et on va, en mettant de la matière, de la résine ou du plastique, selon le produit, on va reproduire exactement, selon la modélisation de cet objet, on va reproduire. C'est-à-dire que vous avez, en gros, pour caricaturer, votre machine-outil chez vous. Chez vous, Intuitu Personae ou dans votre TPE, PME. Donc, il y a même des projets d'impression 3D sur des parties de bâtiments ou des bâtiments. Donc, je casse ma serrure ou ma poignée de porte, je peux la refaire. Donc ça a des incidences très importantes en termes d'activité, de services pour vos métiers. Alors la blockchain, on en parle beaucoup. Peut-être que ça impacte aussi les métiers des prestataires intellectuels. La blockchain, c'est de la gestion d'informations sécurisées avec de la transmission entre plusieurs personnes. C'est pas je loue ma voiture ou je loue mon appartement. J'emmagasine toute une information sur moi. Je veux vendre mon appartement. Je rentre en contact par seloger.com avec un acheteur de mon appartement qui a toutes les informations. Dans certains pays, ils veulent court-circuiter le métier de notaire. Il suffit que chacun emmagasine toutes les informations qu'a son syndic. Donc la blockchain, ça s'est développé à travers le Bitcoin il y a quelques années. C'est un sujet qui peut faire peur. En tout cas, la seule chose à retenir, je pense qu'il faut mieux maîtriser tout ce qui peut faire peur par défaut, et par défi, il vaut mieux les exploiter éventuellement pour innover dans nos métiers. Alors, après la question,
c'est toujours par défi, par défaut. Ça supprime des emplois, ça en crée beaucoup. Alors il y a des chiffres, je vous épargnerai ces chiffres, mais en termes de métiers très concrètement, il y a beaucoup de jeunes qui trouvent des emplois. Je ne rentrerai pas dans la polémique sur les statuts de ces emplois, mais dans le développement technologique, dans le marketing, dans le community management, dans la gestion de données, le data scientist. En France, il y a un potentiel énorme si on libère un petit peu l'économie française. En Europe et dans le monde, ces différents métiers, on s'aperçoit même parfois que c'est des jeunes qui vont apprendre, parfois qui sont stagiaires, qui vont apprendre à des salariés à s'imprégner de ces nouveaux métiers. Donc, je crois le mot final, c'est regarder tout ce qui est en train de se passer, parce que vous pouvez l'exploiter. Et en fait, le mot final, et on en a parlé plusieurs fois avec l'Intech, c'est la formation. Se former pour maîtriser et avoir les savoir-faire de tous ces secteurs pour les exploiter utilement. Merci beaucoup, Monsieur Bélanger. Donc on le voit, il y a énormément de ruptures, de ces ruptures économiques, il y a l'économie collaborative, les objets connectés. Monsieur Galadima, donc vous êtes dirigeant de WeSeed, qui est donc une plateforme d'économie collaborative, de financement participatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est en fait le crowdfunding? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare qui est le crowdfunding? Alors pour rebondir sur les propos de Cyril, ce qui est assez intéressant quand on regarde en fait la finance participative, c'est que c'est une activité qui a toujours existé. Et dans l'industrie de la finance participative, on aime bien prendre l'exemple en fait de la Statue de la Liberté, puisque nous sommes en 1875. Auguste Bertholdi, qui est le sculpteur de la Statue de la Liberté, s'interroge comment il va boucler le budget de la Statue de la Liberté. Et il lui vient alors une idée exceptionnelle qui est finalement de la financer au travers de la foule. Et à l'époque, c'est près de 400 000 francs auprès de 100 000 particuliers qui sont collectés avec les moyens de l'époque. Kermesse, concerts, loteries et autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on utilise en fait les mêmes principes, mais avec une innovation technologique qui est liée en fait à l'industrie du web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un site web comme WeSeed, on est capable d'agréger aujourd'hui près de 67 000 investisseurs particuliers qui se connectent sur notre plateforme et qui financent jusqu'à 1 million d'euros des projets présentés sur la plateforme. Donc la finance participative appliquée au travers de WeSeed, elle se fait sur de l'investissement, mais il existe plein d'autres domaines. Vous avez en France 2 beaux acteurs qui font ce qu'on appelle du don, plutôt pour des projets caritatifs, des concerts et autres. Vous avez également le prêt qui se développe énormément et qui bouscule un tout petit peu le monopole bancaire avec des plateformes comme Uniland, Lendix, qui font du prêt entre particuliers et entreprises, PME, TPE, artisans. Et WeSeed, effectivement, qui fait partie de l'investissement. Donc notre activité, pour être très précis, c'est que nous finançons à la fois des entreprises, mais le sujet qui nous intéresse, c'est que nous finançons depuis maintenant 2 ans des professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire que nos investisseurs particuliers viennent financer en fonds propres, c'est-à-dire qu'ils viennent amener l'apport demandé en fait par la banque à des promoteurs immobiliers pour des réalisations de promotion, de rénovation, d'aménagement foncier, généralement pour leur aider à acheter le terrain, lancer les travaux. Et nos investisseurs sont généralement remboursés à la livraison du programme. Les chiffres sont assez intéressants puisqu'aujourd'hui c'est près de 50 millions d'euros qui ont été financés sur la plateforme WeSeed. La croissance est exponentielle et on prévoit ne serait-ce que sur l'année 2016 de financer près de 40 millions d'euros avec effectivement cette dimension extrêmement forte naturellement sur la désintermédiation, mais également sur le fait d'ouvrir un métier qui est peu connu en fait par les particuliers, qui est le métier de la promotion et de toutes les parties prenantes, dont les économistes, les architectes, les corps d'État séparés et autres. Et c'est passionnant en fait de voir à quel point les particuliers, qui connaissent tous de près ou de loin l'immobilier parce qu'ils ont acheté un appartement, ils ont acheté une maison, mais ne connaissent finalement que très peu de la chaîne de valeur d'immobilier en amont, de l'acte de construire. Et le crowdfunding, en fait, modestement, permet à ces particuliers d'intervenir. En même temps, vous êtes une entreprise. C'est quoi le modèle économique? Parce que vous financez plein de choses, mais je pense que vous vous posez aussi la question. Comment vous gagnez de l'argent aussi? Nous sommes des philanthropes. Non, disons qu'on est peut-être un peu plus généreux qu'Uber, puisque nous payons nos impôts en France. Et WeSeed, en fait, est une plateforme réglementée par l'autorité des marchés financiers. Mais en effet, notre modèle économique est basé sur une commission qui est de l'ordre de 8 à 10% que nous prenons en fait sur les opérateurs que nous finançons. C'est-à-dire que sur une fourchette basse, quand on amène 1 million d'euros à un promoteur, on peut lui facturer effectivement 80 000 euros d'apport de fonds propres. Mais grâce à ces 1 million d'euros, en fait, c'est quasiment une opération qu'il n'aurait pas faite
sans notre apport. Et grâce à ce million d'euros de fonds propres, il va naturellement solliciter un crédit auprès de la banque, donc faire un bel effet de levier. Et pour les promoteurs qui se débrouillent relativement bien, on sait que malgré leurs plaintes incessantes, la rentabilité sur fonds propres dans la promotion immobilière reste encore assez généreuse. Dans les impacts positifs, on le voit, donc vous le disiez tout à l'heure, cette vision du métier de l'immobilier pour les gens qui ne le connaissaient pas forcément au départ. Est-ce que vous pensez que ça peut être un moyen aussi de relancer la construction? Alors, pour vous donner quelques chiffres, nous sur l'année 2015, c'est près de 20 millions d'euros uniquement sur l'immobilier qui ont été levés. C'est près, alors on dit que les chiffres, c'est un logement, 1,8 emplois directs, indirects. Donc nous, c'est près de 2000 emplois qui ont été, entre guillemets, créés au travers du financement de ces opérations. C'est près de 800 logements qui ont été financés par ce biais. Donc oui, il existe effectivement dans certaines régions de France, dans certaines villes, des fonciers, des opportunités pour les opérateurs de l'immobilier, que ce soit sur du neuf ou de la rénovation. Mais on connaît effectivement les freins de financement et la finance participative permet de doper un tout petit peu modestement à son échelle ce secteur de la construction et de répondre à la fois à un besoin de logement, à un besoin d'activité, de rénovation, de réaménagement et naturellement aussi de création d'emplois. Donc oui, l'impact sociétal est assez fort et la finance participative s'étant construite plutôt sur des activités de dons initialement avec des associations, des valeurs en fait humanistes assez fortes. Quand nous finançons notamment des opérations de logements sociaux, avec en plus un risque de commercialisation qui est nul, puisque généralement c'est de la vente en bloc, eh bien on a des investisseurs particuliers qui touchent une très belle rentabilité, puisqu'on est aujourd'hui sur des taux offerts aux investisseurs entre 8 et 10% par an, et en plus qui ont contribué à la création de logements. Il faut aussi quand même voir certains côtés peut-être de risque quand même, parce qu'on pourrait aussi financer des choses qui ne devraient pas être financées. Comment vous répondez à ça? Le marché est effectivement en pleine croissance. Alors, WICID est leader sur le marché. Là, on a quasiment une trentaine de collaborateurs qui sont dédiés à la sélection des opérations, à la recherche de promoteurs pour identifier les risques. Et vous êtes tous des hommes et des femmes de l'art de l'immobilier, donc vous connaissez effectivement les risques financiers, les risques techniques, les risques juridiques d'une opération immobilière. Donc notre objectif ensemble, c'est naturellement de limiter les risques. Ce qu'il faut être en effet vigilant, c'est que cet élan de confiance qu'apportent des investisseurs particuliers dans le financement de ce genre d'opération ne soit pas trahi, en effet, par éventuellement des acteurs qui chercheraient à collecter de l'argent sur des opérations qui ne seraient pas viables. Et comment on apporte des garanties? Est-ce que c'est un secteur qui se réglemente, qui devrait se réglementer? Qui est déjà effectivement réglementé. Un élément tout simple, et c'est l'avantage entre guillemets du web, c'est la transparence. C'est-à-dire que toutes les plateformes qui présentent des projets sont extrêmement transparentes sur toutes les données liées à l'opérateur, liées à l'opération. Et le juge de paix, c'est ce qu'on appelle en fait les références. Est-ce que la plateforme qui finance des opérateurs et qui accueille des investisseurs a financé des opérations vertueuses qui ont déjà remboursé leurs investisseurs? Et là, on fait un peu de prosélytisme, vous m'excuserez, mais c'est vrai que WICID a déjà remboursé près de 7 opérations avec des rentabilités de l'ordre de 10%. Mais c'est vrai que le risque n'est jamais déconnecté de la rentabilité. Donc quand on offre effectivement 10% à un investisseur, c'est que derrière, il y a un risque qui se veut maîtriser, mais qui représente en effet un risque sur lequel l'investisseur a décidé de participer. Et là, on peut réfléchir plus globalement, là encore, sur les propos de Cyril, mais c'est vrai que le niveau d'épargne en France est particulièrement élevé. On parle de 1500 milliards d'épargne liquide. Et cette possibilité qu'offre la finance participative d'inviter les particuliers à prendre des risques aux côtés des entrepreneurs, comme vous le faites en fait tous les jours, je pense que c'est une dynamique, un élan en fait sociétal important et nécessaire à notre croissance et à notre réussite globale. Merci beaucoup. Avec plaisir. On rediscutera un peu tous les trois à la fin. J'ai envie de donner la parole à Monsieur Chassan. Donc on l'a vu, la révolution numérique a des conséquences sur les plans économiques, sur les plans sociétaux. Du point de vue du professionnel que vous êtes, libéral, là encore le numérique demande une adaptation face aux évolutions de nos modes de vie, de nos professions. Quelle est votre réaction face à ce qu'on vient d'entendre? Toute cette nouvelle économie provoque de nombreux changements pour les travailleurs indépendants, positifs, négatifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels bienfaits vous voyez déjà peut-être? Alors, moi, bonjour d'abord à tous et merci de votre invitation, de votre nouvelle invitation. Je salue votre président, Pascal Asselin, ici présent. Ce que je viens d'entendre m'a guère étonné, mais parce que c'est, je pense que l'avènement du numérique, c'est pas une évolution, c'est une véritable révolution. C'est pas non plus une option, c'est une obligation. Ça veut dire par là que de toute façon, quoi qu'on fasse, l'évolution, elle est là, elle est irrémédiable. Et donc il faut autant que faire que se peut ne pas la subir
mais l'anticiper et l'accompagner. Voilà, c'est ça les maîtres mots généraux. Alors, sur le plan des professions libérales, de ma profession, moi je suis médecin dans le civil, il y a un certain nombre d'aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect professionnel d'exercice lui-même. L'exercice est considérablement bouleversé, d'une part par la technologie elle-même, ça veut dire qu'on ne travaille plus avec les mêmes outils. On a des outils bureautiques, on a des outils de travail qui ont remplacé évidemment les anciens outils. Je ne détaille pas, vous connaissez ça aussi bien que moi. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle des objets connectés, alors le smartphone en étant la meilleure illustration, mais avec toutes ces applications, moi je ne reviens pas, on a eu quelques exemples ici, on pourrait les multiplier à l'infini, hein, parce qu'il y en a énormément. Là, ça change considérablement notre vie. Mais par exemple, pour prendre des exemples concrets dans ma profession, désormais on a des piluliers connectés qui permettent de voir non seulement qu'une personne prend bien son médicament, mais également si il y a des conséquences, etc. Donc c'est les piluliers intelligents, électroniques, qui permettent donc d'avoir une distribution et une observance de médicaments qui n'avaient rien à voir avec le passé. Deuxième exemple, c'est par exemple les stimulateurs cardiaques, c'est les fameuses piles cardiaques qui désormais sont réglées à distance. En clair, on ne va plus voir son cardiologue pour régler sa pile. Il suffit simplement d'avoir un objet connecté qui le permet, la surveillance du diabète, enfin bref. Donc, les exemples sont absolument multiples dans ce domaine sur les objets connectés. Puis apparaissent de plus en plus une notion, c'est l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle est tellement importante. Par exemple, l'anecdote de la compétition entre le champion du monde d'échecs avec un ordinateur le prouve, hein. Il y a une intelligence artificielle, elle est réelle. Il faut la nier, serait stupide. Et le sujet, c'est qu'elle est peut-être pas infinie, mais en tout cas, elle est très, très importante. Et l'avènement de tout ça, c'est la robotisation, c'est le robot. Hein, le fameux robot Piper, notamment ceux qui ont la chance de venir au congrès de UNAPEL en fin d'année. On va faire venir Piper qui va se balader et puis qui montrera ce qu'est vraiment un robot humanoïde qui quand même, c'est totalement extraordinaire et ça décoiffe complètement. Et ces robots, c'est pas de la science-fiction, ils existent dans le quotidien. Toujours pour rester dans l'exemple de la médecine, la chirurgie, une grosse part de la chirurgie est faite par les robots. C'est clair. Dès qu'on passe sur des choses un peu minutieuses, qu'il faut vraiment être non plus au millimètre mais au micron, il n'y a pas d'autre solution que de passer par le robot. Et donc, s'il y a une profession qui a du souci à se faire aujourd'hui, bon, parce que ça a des conséquences en termes d'emploi, on va en parler, c'est plutôt le chirurgien que l'infirmière. Parce que l'infirmière, elle apporte une présence humaine. Le chirurgien, certes, il a une formation très développée, etc. Il a beaucoup de responsabilités, mais c'est le robot qui va faire le travail à sa place. Pire, ça va se faire à distance, parce que maintenant, on fait de la chirurgie à distance, outre-Atlantique d'ailleurs, hein, de France vers les États-Unis ou vice-versa. Donc on voit bien que les évolutions sont absolument majeures sur le plan de l'exercice professionnel. Je ne détaille pas, tout le monde connaît ça aussi bien que moi. La deuxième conséquence, c'est sur le fonctionnement de l'entreprise lui-même et les relations au travail. L'adaptation managériale est impérative. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous n'avez plus de lieu de travail unique et que vous avez des pôles dispersés, avec des télétravail, avec des équipes qui ne sont plus sur le même lieu, il faut repenser le fonctionnement de l'entreprise. Hein. C'est plus du tout le même fonctionnement. Le temps de travail, les problèmes de santé au travail, tout ça. Et alors, parlons pas de la loi El Khomri. Et là, franchement, elle est renvoyée. Comment dirais-je, à la préhistoire, hein, parce que ça va complètement modifier toutes les relations qu'on a au travail et le fonctionnement même de l'entreprise, si bien que, pour pallier au manque de frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, on parle désormais de droit à la déconnexion, même certains vont même plus loin et parlent de droit, de devoir de la déconnexion. Donc on voit bien que la relation de travail est amenée évidemment à changer énormément. Je ne parle pas des frontières, il y a des frontières du pays. Alors là, il n'y a plus de frontières dès qu'il s'agit de parler évidemment d'échanges numériques. La troisième, je vais vite, hein, la troisième conséquence, c'est le statut du professionnel lui-même. Hein. En clair,
aujourd'hui, et notamment des professions libérales. En clair, il y a une nouvelle catégorie qui est apparue sur le marché, si j'ose dire, sont les travailleurs indépendants-dépendants. Ça veut dire que sur le papier, ils sont indépendants, puisqu'ils n'ont pas de patron. Donc, ils ne sont pas liés par un lien de subordination, ce qui caractérise l'activité salariée. Mais ils sont dépendants financièrement, souvent d'une même et unique entreprise. Ils travaillent en freelance pour une seule entreprise. Et donc, ils sont totalement dépendants de ces entreprises. Alors, ça peut être évidemment les chauffeurs d'Uber, ça peut être plein d'autres éléments de ce type. La deuxième, au niveau du statut du professionnel, le deuxième élément qui remet en cause, c'est la protection sociale, hein, en général. Ça remet en cause, évidemment. Et aujourd'hui, au moment où je parle, il y a une attaque en règle qui est menée par l'URSSAF vis-à-vis d'Uber, justement parce que l'URSSAF considère qu'il s'agit d'un travail salarié déguisé, et donc il y a une tentative de la part d'URSSAF, c'est un procès qui sera hyper important, hein, qui veut requalifier ce travail indépendant en travail salarié. Et donc avec évidemment toutes les conséquences en termes de protection sociale que tout ceci a. Et puis il y a également le travail en général. En général, certains prédisent la disparition programmée du travail salarié. Ça va même jusque-là. Hein. Et quand on observe bien les choses, on n'est pas loin de la vérité. Je vous ai parlé évidemment de la reconversion d'un certain nombre de postes salariés en postes d'indépendants, mais il y a... regardez l'industrie. L'industrie a perdu un quart de ses effectifs les 10 dernières années. Un quart des effectifs, c'est absolument énorme. Et les effectifs se sont développés essentiellement dans les services et essentiellement d'ailleurs dans les petites entreprises. Mais dans le même temps, le nombre d'indépendants a littéralement explosé. Nous, on voit que nous sommes 1 million de professionnels libéraux. On a un taux de progression pas loin de entre 5 et 10%. C'est énorme. Dans le même temps, donc, on a de moins en moins de postes salariés et de plus en plus de postes indépendants. Donc c'est un élément important. Et signe des temps, la CFDT, qui est un syndicat de salariés, vient de créer en son sein une section de travailleurs indépendants dépendants. Ça montre bien qu'il y a déjà, chez les syndicats de salariés, une amorce de réflexion sur ces sujets et la volonté de préparer la suite et le coup d'après. Il y a également une destruction massive d'emplois au plan général. J'ai terminé. On parle, enfin, c'est ce que disent les économistes, d'une perte d'emplois à horizon 10 ans de 40%. Vous vous rendez compte ? 40% destruction d'emplois. La Poste, prenons un exemple concret, elle a une perte d'activité, elle enregistre une perte d'activité du fait d'Internet, etc., de 30%. Elle se met maintenant à faire de l'auto-école, à faire de l'apprentissage de la conduite, elle se met à évidemment développer autre chose et apporter d'autres services, parce que le courrier, évidemment, n'est plus ce qu'il était. Hein. On pourrait évidemment multiplier tout ça à l'infini. Les Google Cars qui fleurissent un peu partout en Californie, qui vont arriver chez nous, évidemment, si ça se développe, va remettre en cause la profession de moniteur d'auto-école. Hein. Voilà, ce sont des exemples concrets. Et puis ici, on peut faire un peu de science-fiction. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir non plus. Là aussi, il y a le génome qui est apparu. Le génome, c'est la possibilité pour 200 €, c'est pas cher, hein, d'avoir son propre génome, c'est-à-dire sur l'analyse de sa constitution génétique. Sa carte d'identité. À partir, oui, et avoir sa carte. Et donc, ça développe ce qu'on appelle la médecine prédictive. En clair, ça veut dire que vous êtes programmé pour développer un diabète, un cancer, vous êtes programmé pour développer une sclérose en plaques, que sais-je. Et donc, regardez l'actrice américaine qui s'est fait enlever les 2 seins de façon... Angelina Jolie. Angelina Jolie. La femme de Brad Pitt, pour ceux qui veulent citer. Ne serait-ce que pour justement éviter un cancer du teint ultérieur, dans la mesure où elle avait un génome et qui était programmé pour cela. Donc on voit bien tout ça peut ouvrir. Et même certains vont même loin. Vous avez parlé tout à l'heure des Google, le patron de Google, le patron de Facebook et autres. Tous ces gens-là parlent aujourd'hui de vie éternelle. Ça veut dire que pour eux, la recherche du gène qui est responsable du vieillissement cellulaire, eh bien, n'est qu'une question de temps. Et dès lors que ce gène pourra évidemment être décelé, trouvé, eh bien, on pourra éventuellement le remplacer par un autre
déprogrammer la cellule et donc empêcher ce vieillissement naturel. Vous voyez un petit peu où ça nous conduit. Hein. On risque d'être évidemment relativement nombreux. Donc en conclusion, pour ce qui nous concerne, nous, une APL, on n'a pas anticipé, mais on a pensé que c'était très urgent de s'occuper de tous ces sujets-là. Donc on a créé une commission numérique qui est présidée par un géomètre expert, Serge Garrigou. Alors, faut-il déprimer quand on voit tout ça? Nous, on ne pense pas du tout. Au contraire, c'est même un atout. Cette évolution est tout à fait positive, contrairement à ce qu'on entend ici ou là. Il faut l'avancer, il faut se l'approprier. Ne pas évoluer, c'est accepter de mourir, quelque part. Donc ça va complètement au contraire de cette évolution. Moi, je pense que le solde en termes d'emploi sera positif, parce qu'on ne parle pas dans le même temps de la création d'emplois nouveaux. Alors ça nécessitera évidemment, pour ne pas subir, pour anticiper, pour accompagner, pour réagir, une politique de formation adaptée, initiale, continue, c'est développer cette culture du numérique qui n'est pas très présente dans notre pays quand même. C'est également mettre fin au désert numérique, parce que pendant qu'on est en train de parler de connexion, d'objets connectés, etc., il reste encore des zones qui sont dépourvues de continuité numérique. Il y a une véritable fracture numérique. La 3G ou la 4G n'est pas présente partout dans notre pays. Il faut quand même le savoir. C'est également donc apporter des réponses en termes sur les règles du travail. Il va falloir que tout ça sorte de son corset qui la caractérise aujourd'hui. Et il va falloir évidemment qu'on repense le financement de la protection sociale pour ne pas l'asseoir exclusivement sur le travail, comme c'est le cas aujourd'hui, et favoriser l'investissement en numérique. Par exemple, la durée d'amortissement, prendre un exemple concret, la durée d'amortissement des matériels n'est plus du tout adaptée à la durée de vie des matériels. Un amortissement sur 3-4 ans d'un appareil numérique n'est absolument pas adapté. Il faudrait évidemment que tout ceci se développe. Et puis aussi qu'il y ait une équité fiscale et une équité sociale entre les entreprises, je dirais, ordinaires et les entreprises numériques et numériques. Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail. Et donc les conséquences de cette révolution numérique sont loin d'être anodines et touchent l'ensemble des secteurs de notre société. Et est-ce que vous pensez justement que l'État a vraiment pris la mesure, l'État depuis longtemps, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on parle de révolution numérique, on a l'impression qu'on est un peu en retard là, justement, sur tous ces modèles, ces statuts, etc. Est-ce que vous sentez que ça bouge là? Est-ce que vous sentez que vous qui êtes un peu dans les instances... J'ai plutôt l'impression, mais c'est pas méchant à leur égard, j'ai plutôt l'impression qu'ils suivent plutôt qu'ils anticipent. Alors certes, ils ont créé un Conseil national du numérique, certes, il y a une secrétaire d'État qui s'occupe du numérique, enfin bref, ils ont fait tout ça, mais ils font un tas de colloques sur le numérique, mais on a quand même plutôt l'impression qu'ils suivent. Il suffit de regarder les services publics, Il suffit de regarder les services publics. Moi, je vais vous prendre un exemple concret. Je suis médecin installé à Clermont-Ferrand. Je fais beaucoup qu'on appelle d'examens médicaux pour l'aptitude au permis de conduire, pour les poids lourds, etc., tous ces gens-là. J'ai même le matériel, et on le fait désormais dans nos cabinets. Mais on n'est pas connecté à la préfecture, c'est quand même un comble. On n'a pas non plus de dossier partagé avec la préfecture, et nous sommes obligés, parce que moi je travaille en informatique à mon cabinet, donc je suis obligé de travailler tout en informatique à mon cabinet, puis de remplir tous les papiers à la main pour que je donne aux patients et que j'envoie par la poste à la préfecture. Voilà, ça c'est le concret. Mais c'est comme ça. Donc il y a ce monde que vous avez évoqué, qui est le monde d'aujourd'hui, le monde des jeunes en particulier, des jeunes, et le public en général vit comme ça. Et puis vous avez l'administration qui a 20 ans de retard. Pas toute l'administration. L'administration fiscale, par exemple, est très en avance sur un certain nombre de points. Les déclarations en ligne et tout ça, toutes ces choses-là ont considérablement évolué. Mais il y a beaucoup d'administrations qui sont totalement en retard et totalement à la traîne. Puis vous suscitez un peu aussi l'espoir. On se dit que peut-être, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est que finalement ça vient de la foule, ça vient des gens. C'est que finalement plus il y aura de gens qui vont aller dans l'économie participative, dans l'économie collaborative, ça va faire avancer les choses. Exactement, c'est-à-dire que nous, citoyens, en utilisant ces différents outils, en fait, mettons la pression, entre guillemets, à nos gouvernements, à nos autorités de régulation pour mettre en place un cadre capable de le contrôler. On a la chance, nous, sur la finance participative, on va faire un peu de cocorico, ça fait des fois du bien, mais la France reste, dans le monde, un pays avec le cadre réglementaire pour la finance participative le plus compétitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut lever 1 million d'euros sans aucune limite du nombre d'investisseurs.
Après, on a effectivement l'utilisation, nous, par la foule, de l'Internet. On a toutes les générations. C'est même très appréciable de voir le grand-père et son petit-fils tous les deux connectés sur leur tablette et investir dans une start-up ou un projet immobilier. Et de l'autre côté de la chaîne, côté porteur de projet, professionnel de l'immobilier, c'est assez intéressant de voir comment cette dynamique les sensibilise en fait à la communication. On a énormément, nous, de promoteurs qui font de très beaux programmes, mais qui n'ont pas de site web ou qui ne sont pas familiers des modélisations 3D ou de ce genre de sujet, et qui, en devant ou en saisissant l'opportunité de se financer grâce à des particuliers et non face à un banquier ou en fonds d'investissement, eh bien finalement arrive à se mettre au numérique, à développer des outils web, des vidéos, des plaquettes, de la modélisation 3D. On travaille nous-mêmes à l'étranger avec des acteurs effectivement qui font un certain nombre d'outils de communication. Et donc ça permet en effet de faire vivre toute cette profession au travers des nouveaux enjeux du numérique. En conclusion, et c'est très très positif, parce que je pense qu'on est tous d'accord, mais je ne sais pas quel est votre avis, ça veut dire que c'est l'entrepreneuriat qui peut faire bouger les lignes. C'est l'entrepreneuriat que vous représentez, vous, et qu'on représente tous, qui peut faire bouger les lignes de l'administration, ou des gouvernements, parce qu'ils se succèdent. C'est par les jeunes entrepreneurs notamment qui vont innover, qui vont arriver à... Parce que le fisc a réussi à se numériser, oui, et pour cause, parce qu'il fallait... voilà. Mais il y a d'autres administrations qui auraient pu se numériser un peu plus rapidement. Effectivement, il y a encore des zones... Ça fait gagner des sous à l'État, donc forcément, voilà, ça va beaucoup plus vite. Et encore, le fisc, je trouve que si on paye ses impôts en ligne, comme ça leur coûte moins cher, il faut être vertueux, il faut être business, il faut que ça coûte moins cher. C'est l'entrepreneuriat, et c'est que vous représentez, et les jeunes entrepreneurs qui vont faire bouger les lignes, les frontières. Il y a trop de frontières dans notre pays, et les frontières de l'administration qui a tendance un petit peu à cataloguer les gens. Alors toi, tu es entrepreneur, toi, tu es un jeune, toi, tu vas être auto-entrepreneur, toi, tu vas être salarié. Non, il faut que, par le numérique, tout ça va bouger à terme. Donc, c'est l'entrepreneuriat qui va faire bouger les lignes, ce qui est hyper positif, finalement. Merci beaucoup. Messieurs, peut-être avez-vous des questions dans la salle pour nos intervenants ? Oui, il en fallait un en premier, donc... Je suis gestionnaire de patrimoine à la sécurité sociale. Je pensais que vous alliez parler de la sécurité sociale, mais qui n'était pas très numérique. Mais en fait, vous avez cité la préfecture. C'est tant mieux. La sécu avec les médecins. Oui, je voulais juste vous poser une question un peu ou trois. Dans le bâtiment, on a encore des maçons, on a encore des peintres, on a encore des électriciens. Dans cet univers, comment vous voyez l'évolution de ces métiers ? Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Il y a des métiers qui vont disparaître. Hein. Alors, je ne dis pas que les professions que vous avez citées sont des métiers qui vont disparaître, mais incontestablement, il y aura, à la longue, des métiers qui vont peut-être pas disparaître complètement, mais en tout cas, profondément être modifiés. Et la difficulté, c'est qu'aussi, il faut que tout le monde soit capable de suivre tout ça. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème de formation. Hein. Voilà. Mais les métiers sont appelés à évoluer, hein, ça c'est évident. Oui, mais il faudra toujours des gens pour construire des bâtiments, toujours des gens pour les peindre, toujours des gens pour... L'intervention de l'homme, évidemment, paraît être naturelle, quoique avec le développement de l'intelligence artificielle, il faut faire attention. Non, il faut. Je pense qu'il faut rien écarter. Faut rien écarter parce que, enfin, ceux qui connaissent les échecs savent que quand même, c'est pas simple de jouer aux échecs. Et vous savez, pour battre le champion du monde des échecs, faut avoir quand même un petit QI. Hein. Et donc, si un appareil, si un outil, si un robot est capable de le faire, il faut réfléchir quand même. Hein. Donc, ça ne remplacera pas certainement l'homme, mais il est notre devoir d'anticiper tout ça, de le prévoir, voilà. Mais il y a des métiers qui sont amenés, et surtout les métiers techniques purs, qui sont amenés à être profondément modifiés. Prendre un exemple concret, j'ai rien contre les taxis. Je comprends leur réaction face à l'évolution Uber. Elle est normale, elle est légitime. Ce sont des gens qui ont acheté des licences, etc., qui ont investi, surtout ça, qui ont toute une économie. C'est tout à fait normal qu'ils soient très inquiets. C'est tout à fait normal. Mais la réponse à ça, est-ce qu'elle n'est pas justement d'essayer de faire mieux qu'Uber ? Peut-être ça aussi. Alors on commence à avoir des applis de G7 et autres qui sont déjà un peu plus modernes et un peu plus sexy, mais ils ont encore beaucoup de retard par rapport à cette réactivité qu'apporte Uber. Et surtout, Uber, il s'occupe du public, il s'occupe des gens de la vraie vie, il ne s'occupe pas que des professionnels. Il y a un vrai sujet. Parce que pour rester dans le monde du taxi, il y a incontestablement un taxi de service pour les professionnels.
pour la flotte des professionnels, pour le public, il y a un vrai sujet. Et il y a beaucoup de plaintes, les gens se plaignent, etc. Et donc, ils se tournent de plus en plus vers ce qui est plus facile. Il suffit de voir vos enfants. Enfin, attendez, il faut voir la vraie vie. Hein. Voilà, ils bidouillent leur truc, ils appellent le taxi, il est là en 2 minutes. Voilà, ça fonctionne comme ça. Airbnb, c'est évident, ils partent plus en vacances de la même façon. On n'achète plus un billet de voyage chez un agent de voyage. Il va falloir s'adapter. La prothèse dentaire, évidemment, il va falloir s'adapter avec l'imprimante 3D et autres. Les prothèses sont fabriquées à Hong Kong, je ne sais pas où, etc., etc. Il y a une nécessité absolue. Plus rien n'est stable, plus rien n'est figé en marbre. On a une société qui est amenée à bouger énormément, et donc ça nécessite des capacités, des facultés d'adaptation que n'ont pas tout le monde. C'est ça le vrai sujet. C'est pour ça qu'il faut que l'État régule. Et c'est pour ça que le devoir d'un État, c'est de comprendre tout ça, d'anticiper tout ça et de le réguler. Voilà, il y a du boulot pour réguler. Mais il faut rester optimiste. Restons optimistes. Peut-être encore une question ? Je vais juste rebondir sur la question de monsieur. D'un exemple concret, on s'apprête à financer une start-up qui s'appelle Hello Artisan. Et en fait, ils sont partis du constat tout simple, des électriciens, des plombiers, des plaquistes et autres, en fait, qui ont du mal en fait, à communiquer et sur lesquels en fait, on n'a pas de retour. En fait, il n'existe pas la fourchette entre guillemets des artisans de l'immobilier. Et je pense qu'il y a une opportunité au travers des outils numériques pour toutes ces professions qui sont naturellement locales, mais qui ont un réel savoir-faire, à condition effectivement de bien communiquer et d'être transparent. Et donc Hello Artisan, en fait, c'est une super plateforme où toutes les professions, effectivement les professionnels de l'immobilier, peuvent solliciter des clients et être notés, préciser leurs spécificités. Et c'est voilà, je pense que il y a énormément de plateformes qui se développent d'intermédiation, notamment dans le milieu des artisans. Je pense à enchantier.com aussi qui fait ça et qui permet l'accompagnement des artisans en fait, qui va aider. Le particulier va sur la plateforme et en chantier va aider l'artisan jusqu'au bout et en chantier ne se paiera qu'à la fin en plus. Donc voilà. Une autre question. Oui, donc c'est encore plus compliqué de battre le champion du monde de Go, donc qui s'est fait récemment. De Go, oui. Parce que le champion du monde des échecs, c'était il y a pas mal d'années qui l'ont battu. C'était plus compliqué pour le Go, ça il y avait fait il y a effectivement quelques mois. Et ça interpelle beaucoup. Donc ma question c'est le développement du génie génétique. Donc, c'est passé de façon assez anarchique dans un premier temps, et puis après ça, on s'est dit qu'il faudrait peut-être un petit peu d'éthique, parce que dans une société, il y avait éventuellement besoin d'éthique. Donc, sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à l'éthique ? Qu'on ait commencé à réfléchir à l'éthique, oui. Qu'on ait cloué le dossier, non, parce que ça va très vite. Ça va très très vite et pour l'instant on est cantonnés les uns et les autres à suivre et essayer de comprendre et essayer de réguler a posteriori. C'est ça qui nous arrive. Prenons ce que vous avez parlé tout à l'heure, les manipulations génétiques, tout ce qui concerne le génie génétique, et puis plus proche de nous, la procréation artificielle assistée, les problèmes des mères porteuses, enfin tous ces trucs-là. Il y a des pays en plus où ça va en beaucoup plus plus, vite, tout ça est planétaire. Évidemment, on parle des États-Unis. Tout ça est planétaire, avec des régulations très différentes d'État à État. Voilà, donc on a fait une conférence sur le climat. Très bien, mais il faudra peut-être à un moment donné qu'on fasse une conférence éthique sur tous ces sujets parce qu'il y a un danger. Conséquences éthiques de la révolution numérique, je pense qu'il y a un créneau à prendre. Bien sûr. On est d'accord. Madame ? Il marche, oui. Le rôle de l'éducation nationale, là-dedans. Comment allons-nous être formés Alors, on voit arriver maintenant, excusez-moi, du coup, c'est moi qui vais vous parler, mais je suis un petit peu une experte du numérique aussi. Mais c'est vrai qu'on voit arriver beaucoup les tablettes numériques, les tableaux numériques, beaucoup de choses numériques dans l'éducation nationale. Et malheureusement, encore, les bienfaits de ce genre de choses, je sais que ça coûte beaucoup dans les classes, mais pour l'instant, les bienfaits ne sont pas encore là. Après, voilà, je ne sais pas, on verra, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, mais c'est vrai qu'en termes de formation, en tout cas pour tout ce qui est artisan, etc., ce sera un vrai sujet, enfin c'est un vrai sujet, pardon. On est en retard. Bon, ça, je pense qu'on peut le dire. C'est pas en distribuant un ordinateur portable à tous les collégiens que ça va les aider à se faire ça. Et en enseignant entre guillemets du BIM, alors qu'on n'a pas de formation. Tout à fait. Il y a un terme un peu barbare qui s'appelle reverse monitoring, où c'est les jeunes dans les entreprises, je le disais tout à l'heure, et donc qui peuvent apprendre, parfois des stagiaires. Moi, j'ai appris de mes stagiaires. Ils sont sous-payés, c'est un problème. Mais vous avez aussi des élèves qui peuvent apprendre à leurs professeurs. Parce que, moi, il y a quelques années,
j'ai appris à mon fils la différence entre Wikipédia et le dictionnaire. Mais moi, j'ai essayé de voir avant, après. Mais lui, il était déjà dans l'avant. C'est-à-dire, il n'écoutait pas la fin de ma réponse sur les dictionnaires papier. Parce il achetait des choses sur eBay, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est les jeunes qui pourraient apprendre aux professeurs. Puisque les professeurs, ils sont essentiels, ils sont indispensables. Il faut les valoriser. Ils souffrent, c'est certes, mais c'est parce que c'est eux qui ont le savoir sur la façon d'enseigner. Mais il faut peut-être plus de partage. Ils peuvent apprendre. Pourquoi, dans l'éducation nationale, les jeunes ne participent pas aussi au module de formation? Et l'essentiel, c'est la formation. C'est comme ça que dans vos métiers, vous allez pouvoir exploiter et pas subir le numérique. Il y a un potentiel énorme et il y a un gâchis énorme, puisque la formation n'est pas aussi déployée qu'elle devrait l'être pour tous en France. Et ça développerait l'entrepreneuriat, au final. Et l'autre aspect également, mais qui est plus simple, entre guillemets, que je trouve un peu dommage, c'est que vous avez aujourd'hui une multitude de personnes qui sont prêtes en fait, à partager leur expérience. On est effectivement à l'aube d'un papy-boom avec pour autant effectivement des gens qui arrivent en fin de carrière mais qui ont une réelle compétence en fait, de leur métier, qui ont été confrontés en fait, au changement numérique et qui, sans parler de budget, je suis sûr bénévolement, des millions de retraités seraient prêts à venir dans les classes, que ce soit dans les collèges, les écoles primaires et autres, pour partager cette expérience. Je pense qu'on va des fois trop loin en demandant en fait, aux professeurs d'être un expert académique et en plus de connaître tout sur tous les sujets. C'est impossible. Et cette logique participative, je pense, de la connaissance doit rentrer comme le font finalement les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs en faisant venir des intervenants, le faire aussi à tous les niveaux de la formation. Sans oublier d'apprendre à lire, écrire et compter aussi, parce que c'est important. Je me permets d'un seul mot, pardon. Ça veut dire faire rentrer l'entreprise dans l'école. Un enfant de 3e qui ne fait qu'un stage d'une semaine, mais c'est scandaleux. Il devrait faire des stages, mais chaque année. Ça peut les motiver et leur faire aimer l'école. Donc, mais on est dans un pays avec des étiquettes. J'y participe même en disant ça. Mais si on fait rentrer l'entreprise dans l'école, on solutionne les problèmes parce que on va savoir les bons modules de formation à apprendre aux élèves et que les apprenants sont aussi des sachants en matière de numérique. Donc, ils peuvent aider les professeurs. On a un problème alors chronique dans notre pays, c'est la déconnexion et le cloisonnement total entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Là, il y a un vrai sujet. Alors, certains ont essayé avec les CFA, avec les formations en alternance, etc. Enfin bref, qui se développent quand même. Et qui reste dans bien des domaines une formation de choix. Un sujet que je connais bien, c'est celui de la pharmacie. Le mode par l'apprentissage pour les préparateurs en pharmacie est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui rentrent, qui sont très bien formés, et qui ont un emploi à la clé systématique à la fin, etc. Enfin bref, c'est le modèle à suivre. Mais c'est pas la France. La France, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne avec une éducation qui est et une formation initiale qui est essentiellement basée sur le théorique et qui est complètement inadaptée à l'entreprise. Il n'y a jamais de relation, si ce n'est épisodique, avec des stages qui d'ailleurs très souvent posent problème parce qu'ils sont souvent relationnels, en clair, et ils reposent sur les relations de la famille, ils sont mal organisés. Ne parlons pas des conseils d'orientation qui sont complètement déconnectés du monde de l'entreprise. Ça, on ne cesse de nous, organisations patronales, d'hurler contre ça, parce qu'on a un tas de jeunes qui arrivent sur le marché, qui sont très brillants, ils sont intelligents, ils maîtrisent parfaitement tous ces outils numériques comme ça, mais ils sont totalement inadaptés à la vie d'une entreprise. Donc là, il y a un vrai sujet. Donc la première chose qu'on fait, on les forme. C'est un problème quand même, c'est pas normal. Quel que soit leur niveau, y compris les ingénieurs. En tout cas, merci beaucoup. Merci, messieurs. Je vais laisser le mot de la fin à votre président. Merci, Pauline. Alors, je voulais remercier d'abord vous tous d'être venus. C'était une conférence très, très, très intéressante. Enfin, en ce qui me concerne, je ne sais pas si vous, ça l'a été, mais moi, je pourrais y rester encore des heures et des heures. C'est un monde nouveau. Alors, effectivement, c'est un monde où l'empathie devra se développer, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété qui gère aussi un petit peu tout ça. Et puis, je voulais remercier Cyril, Souleymane, Michel. Et Michel, il ne sait peut-être pas encore, mais il a participé grâce à l'UNAPL dans le cadre de l'organisme Interpro pour les formations professionnelles qui s'appelle le FIFPL. L'Intec a déposé un dossier il y a plusieurs mois et hier, on a eu la réponse officielle de la création d'un MOOC, un Massive Online Open Course. Donc c'est de la formation digitale qui sera offerte à tous les professionnels de la construction, y compris les professeurs de l'éducation nationale. Et ce projet, grâce à Interpro, au FIFPL et Michel et l'UNAPL, il va voir le jour d'ici la fin d'année. En tout cas, on a réussi à avoir les financements et la décision a été donnée hier. Voilà, merci et puis bonne fin de congrès.
Merci à tous.